Pendant des années, les fans se sont posé la même question. Pourquoi Ed China a-t-il vraiment quitté Wheeler Dealers? Pourquoi Ed China a-t-il vraiment quitté Wheeler Dealers? L'histoire officielle semblait trop soignée, trop polie, pas de drame, juste des différences créatives. Mais quelque chose ne collait pas. L'alchimie était parfaite, l'émission était en plein essor et puis soudain, il est parti. Aujourd'hui, après 8 longues années, Ed China a enfin confirmé pourquoi il avait quitté Wheeler Dealers. Dans une interview récente et discrète, il a révélé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Et c'est plus profond que tout le monde ne l'imaginait. L'âge d'or de Wheeler Dealers. Lorsque Wheeler Dealers a débuté discrètement en 2003, personne ne s'attendait à ce qu'elle devienne un phénomène mondial. Elle n'était pas tape à l'œil. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Ce n'était pas nécessaire. Il s'agissait simplement de 2 gars, l'un achetant des voitures délabrées et l'autre les ramenant à la vie dans un modeste petit atelier au carrelage grinçant et aux outils plus vieux que certaines des voitures elles-mêmes. Mike Brewer, le concessionnaire toujours enthousiaste, et Ed China, l'imposant ingénieur à la voix douce, formaient un duo improbable mais immédiatement attachant. Le format des débuts était d'une simplicité rafraîchissante. Mike recherchait des voitures d'occasion abordables qui avaient du potentiel. Des diamants à l'état brut. Et Ed opérait sa magie dans le garage, expliquant aux téléspectateurs, étape par étape, chaque écrou, chaque boulon, chaque joint et chaque panneau de réparation. Il n'y avait pas de prise de vue à l'aide de drones ou de musique dramatique. Pas d'annonces sponsorisées ou de plans gratuits au ralenti de la fumée des pneus. Juste de la mécanique honnête et une narration encore plus honnête. L'émission n'a pas cherché à être élégante. Et c'est exactement pour cela qu'elle a fonctionné. Les premières années, l'émission a été réalisée avec une équipe réduite, Mike, Ed, un cameraman, un preneur de son et quelques producteurs d'Attaboy TV. C'était brut. Elle était pure. Il n'y avait aucune garantie que la série soit reprise après la première saison. Mais c'est ce qui s'est passé. Et ce n'est pas seulement une reprise, c'est une propulsion. Ce qui n'était au départ qu'une émission automobile britannique à petit budget est devenu un véritable mastodonte, diffusé dans plus de 200 pays et attirant des centaines de millions de téléspectateurs. Mais avec le succès vient l'échelle. Et avec l'échelle viennent les frictions. Au fur et à mesure que l'empreinte de l'émission s'étendait, les attentes se multipliaient. Derrière le rideau, des décisions ont été prises, des décisions plus importantes, des décisions commerciales. Et lentement, l'histoire a commencé à évoluer, non seulement à l'écran, mais aussi en coulisses, ce qui a rendu Wheeler Dealers si unique au début des années 2000. C'est en partie ce qu'elle a refusé de faire. Dans un paysage télévisuel de plus en plus saturé de contenu brillant et sponsorisé, Ed et Mike ont construit une marque qui rejetait presque avec défi les placements de produits, les gadgets tape à l'œil ou les montages dramatisés à outrance. Il n'y a pas eu d'interruption à l'emporte-pièce, pas de conflit mis en scène pour les besoins d'une intrigue, juste de vraies voitures, de vrais problèmes et de vraies solutions. Ed a fait remarquer un jour dans une interview que Wheeler Dealers avait toujours pour but de se salir les mains et de montrer aux gens comment on fait les choses, et non de glorifier le processus. Cette crudité est devenue son super pouvoir. Les téléspectateurs ne regardaient pas seulement les révélations avant et après. Ils restaient pour le milieu. Les parties couvertes de graisse et laborieuses que la plupart des autres émissions supprimaient. Dans les milieux industriels, Wheeler Dealers était une sorte de licorne. Son succès n'est pas dû à une image de marque, mais plutôt à son absence. Comme le dit un blog de fans, ils ont traité le public comme des mécaniciens, et non comme des consommateurs. Il y avait un charme éducatif presque désuet dans le style de la BBC, et les fans appréciaient cette confiance. Cette approche a conféré à l'émission une authenticité que l'on ne peut pas simuler avec un montage ou un budget astucieux. Mais si le public a adopté le format sans fioriture, il n'a pas vraiment enthousiasmé les dirigeants des chaînes qui ont des signes de dollars dans les yeux, surtout pas aux États-Unis, où le contenu est souvent considéré sous l'angle de la monétisation d'abord et de la narration ensuite. Alors que l'émission gagnait du terrain outre-Atlantique et commençait à enregistrer des chiffres importants à l'international, Discovery a vu une opportunité.
Wheeler Dealers n'était plus seulement une voiture. C'était une marque. Et pour eux, les marques devaient être soignées, structurées et commercialisables. L'idée de laisser l'argent du sponsor sur la table devenait de plus en plus difficile à ignorer. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Discovery et sa filiale américaine, Velocity Channel, ne voulaient pas seulement une émission à succès. Ils voulaient un produit télévisuel, quelque chose d'élégant, d'évolutif, d'américanisé. Et c'est exactement à ce moment-là que la fracture lente et subtile dans la vision créative a commencé à se former. La célébrité, les frictions et les contraintes de format. Lorsque Wheeler Dealers a atteint sa 7e saison, ce n'était pas seulement une émission populaire, c'était une franchise mondiale. Chaque nouveau marché s'accompagne de nouvelles attentes, d'un plus grand nombre de voitures, de calendriers plus serrés, de délais d'exécution plus courts et d'un nombre croissant de personnes qui se prononcent sur ce que l'émission devrait être. Le format était toujours reconnaissable, mais il s'étirait. Les épisodes ont dû être adaptés à de nouveaux créneaux horaires dans différents territoires. Les coupes sont devenues plus serrées, les explications plus courtes. Les téléspectateurs ont commencé à remarquer que les segments techniques d'Ed, qui constituaient autrefois l'essentiel de l'émission, se réduisaient peu à peu. En coulisses, Ed et Mike ont également dû faire face au chaos logistique qui accompagne le succès international. Les échéances sont devenues plus brutales. Les calendriers de tournage plus implacables. Les véhicules ont dû être recherchés, réparés, filmés et retournés plus rapidement que jamais. Il y avait des signes, petits, mais perceptibles. Les explications d'aide sur certaines réparations semblaient précipitées. Des procédures entières étaient soudainement effectuées hors caméra. Les approfondissements techniques ont cédé la place à des montages chronologiques. Pour les fans de longue date, le changement a été brutal. L'âme de l'émission, la partie où l'on apprenait vraiment quelque chose, était réduite à peau de chagrin. Les fils de discussion sur Reddit, les forums automobiles et les sections de commentaires sur YouTube se sont enflammés de spéculations. Pourquoi Ed n'explique-t-il plus les réparations comme il le faisait auparavant? Quelqu'un a-t-il remarqué qu'il était à peine présent dans les derniers épisodes? Essaie-t-il d'américaniser l'émission? De nombreux téléspectateurs ont supposé qu'il s'agissait d'une évolution naturelle ou qu'Ed était peut-être en train de se retirer en raison de contraintes de temps. Peu d'entre eux ont soupçonné la véritable réponse, à savoir qu'il faisait discrètement pression en coulisses en défendant l'intégrité des segments de l'atelier. Il n'était pas prêt à abandonner l'âme de la série sans se battre. Mais dans le monde impitoyable de la production télévisuelle, l'opposition créative se heurte souvent de plein fouet aux contraintes budgétaires, aux priorités des chaînes et à l'analyse des données d'audience. Ed menait une bataille qui, malheureusement, était déjà perdue derrière des portes closes. Pourtant, il n'a pas abandonné, pas tout de suite. Il a essayé de s'adapter. Il a essayé de faire en sorte que ça marche. Et pendant un certain temps, il a réussi à maintenir l'essence en vie, même si ce n'est que par fragments. Mais les fissures se sont formées. Bien qu'aucun désaccord public n'ait été exprimé à l'époque, les signes étaient là. Mike, toujours à l'avant-garde, a commencé à occuper une plus grande partie du temps d'écran. Ed China commençait à se sentir comme un passager sur un bateau qu'il avait contribué à construire. Et la destination, c'est un endroit plus lisse, un endroit plus rapide. Un endroit qui n'a pas eu le temps de s'occuper des spécifications du torcus et du frein-filet. La prise de contrôle de Velocity. Une fourche dans la route. C'est alors que survient le changement d'entreprise qui va tout bouleverser. Après 12 saisons bien remplies, Discovery a pris un virage commercial décisif. La production de Wheeler Dealers ne sera plus assurée par Attaboy TV, la société britannique qui a donné naissance à la série. Au lieu de cela, Discovery a confié les rênes à sa filiale américaine, Velocity Channel. L'atelier britannique confortable et le style de production collaboratif ont disparu. Discovery Studios, en Californie, a été chargé de moderniser le format. Pour les responsables de Discovery, il s'agissait d'une évolution logique. L'émission bénéficiait d'un élan mondial, d'une base de fans solide et d'un potentiel de monétisation évident. Mais pour le noyau de l'équipe créative, et en particulier pour Ed, cela ressemblait à une prise de contrôle hostile de l'ADN de la série.
Ed a abordé cette transition avec franchise dans sa vidéo d'adieu. Il a révélé que Velocity trouvait le format original trop difficile à produire, en particulier la couverture détaillée et approfondie des correctifs qui avaient défini l'émission. Le nouveau système US voulait des épisodes plus courts, avec des segments plus rapides et un attrait plus large. And Claire, moins de temps sous le capot, plus de temps en surface. On a demandé à Ed de simplifier, de faire des économies, de réduire ses séquences à quelque chose de plus proche de la mécanique que de véritables réparations. Il s'agit d'une érosion lente mais définitive des fondements de l'émission. Pour lui, la transparence mécanique n'était pas un simple segment. C'était le cœur de l'émission. Une fois que ce point a fait l'objet d'un compromis, il a su qu'il s'agissait d'une bifurcation. Et le chemin qu'il a choisi l'a éloigné de la marque qu'il a contribué à construire. Dans les coulisses. Une bataille pour l'âme de l'émission. Bien avant que les caméras ne s'arrêtent de tourner et que les vidéos d'adieu n'envahissent l'Internet. Une guerre silencieuse se déroulait déjà dans les coulisses des marchands de roues. Ce n'était pas une question d'argent, ni de célébrité. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus personnel. L'intégrité créative. Au cœur de cette bataille se trouvait Ed China, un homme qui ne se contentait pas de réparer des voitures. Il apprenait aux gens à penser comme des mécaniciens. Chaque réparation qu'il effectuait n'était pas seulement un travail de réparation. C'était une mini-classe de maître en ingénierie. Il l'a fait avec patience, précision et une surprenante dose d'esprit. Les segments d'Ed n'étaient pas des bouches-trous, ils étaient la colonne vertébrale de l'émission. Mais au fur et à mesure que l'influence de Velocity grandissait, son appétit pour la vitesse et la finition augmentait également. Leur vision était axée sur le divertissement, les montages tape à l'œil, les transitions rapides et la réduction de la durée d'attention. À leurs yeux, une reconstruction de carburateur de 15 minutes était un poids mort. Pourquoi montrer à quelqu'un comment réparer une boîte de vitesse alors qu'il suffit de couper avant et après avec une musique entraînante et quelques répliques? Ed voyait les choses différemment. Il pensait que les téléspectateurs méritaient de connaître le pourquoi du comment. C'était le cœur de sa philosophie. Et il savait qu'une fois ces leçons retirées, ce qui restait n'était pas des marchands de roues, c'était juste une autre émission de retournement de voiture. Dans sa désormais célèbre vidéo d'adieu de 2017, Ed n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré calmement mais fermement que la nouvelle structure de production voulait réduire considérablement le contenu du segment atelier et, ce faisant, l'a mis au pied du mur. Il a déclaré « Ce n'est pas quelque chose qui me met particulièrement à l'aise. J'aurais pu continuer à faire l'émission. Bien sûr, mais je ne l'aurais pas faite correctement. Je serais en train de le badger. » Et il n'était pas question de se contenter de cela. Ed a été clair. On lui demandait de faire des économies, de condenser ou d'éliminer les parties du spectacle qui nécessitaient le plus de temps et d'attention. Et même si cela aurait permis d'économiser de l'argent et de respecter des durées de diffusion plus courtes, cela aurait été au détriment de l'intégrité de la série et de la sienne propre. Il ne s'agissait plus seulement d'un désaccord sur le lieu de travail, mais d'un divorce créatif. D'un côté, la chaîne recherchait des mesures d'audience et une certaine évolutivité. De l'autre, un artisan qui se bat pour protéger ce qui a donné son sens à l'émission. Il aurait pu rester silencieux. Il aurait pu prendre l'argent et sourire. Mais Ed China a choisi autre chose. Il a choisi la voie la plus difficile, la voie de l'honnêteté. Ce faisant, il s'est éloigné, non pas des projecteurs, mais d'une version compromise de ce qu'il avait aidé à construire. La rupture officielle 21 mars 2017. Pas de communiqué de presse tapageur, pas de déclaration de réseau. Une simple vidéo YouTube de moins de 10 minutes, enregistrée dans le garage d'Ed China, avec cette attitude facile que nous avons tous appris à connaître. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'une véritable bombe. Dans la vidéo, Ed annonce calmement son départ de Wheeler Dealers. Il ne s'est pas emporté. Il n'a jeté personne sous le bus. Son ton était mesuré, d'une politesse presque déchirante. Mais entre les lignes, le poids est clair. On l'a forcé à choisir entre ses valeurs et son salaire. Et il a choisi ses valeurs. Il a présenté les choses de manière classique, à la manière d'Ed. Technique, réfléchie et sans drame inutile.
Il a expliqué que les producteurs américains trouvaient trop difficile de filmer ces réparations détaillées. Comment le contenu de l'atelier a été considérablement réduit. Et comment cette décision compromettait l'esprit de l'exposition. Ce ne serait pas juste pour vous, a-t-il dit en regardant la caméra. Mais ce n'est pas ce qu'Ed a dit qui a été le plus marquant. C'est ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas cité de nom. Il n'a pas blâmé Mike. Il n'a pas dénigré la chaîne. Il n'a pas parlé de trahison, même si de nombreux fans l'ont interprété ainsi. Au contraire, il l'a présenté comme une décision née d'un principe. Calm, digne et firm. Cela ressemblait plus à une excuse professionnelle pour la séparation qu'à ce qui s'était réellement passé. La réaction a été immédiate et massive. La vidéo a été visionnée des millions de fois en quelques jours. Les commentaires ont afflué par milliers. Les fans avaient le cœur brisé, étaient désorientés et en colère. Certains avaient l'impression d'avoir perdu un ami. D'autres ont eu l'impression d'avoir été trompés par le changement de ton soudain de la série. Ce qui les a tous unis, c'est ceci. Ils croyaient être Ed. Si la vidéo a permis aux fans de tourner la page, elle a également ouvert la voie aux spéculations, aux reproches et aux réactions négatives. La réaction des fans a été rapide, émotionnelle et brutalement divisée, alors que beaucoup pleuraient le départ d'Ed. D'autres voulaient un coupable. Et malheureusement, une bonne partie de ce blâme est tombée sur les épaules de Mike Brewer. Pendant des années, Mike a été le leader charismatique de Wheeler Dealers. Il trouvait les contrats, parlait et maintenait l'énergie à un niveau élevé. Mais après le départ d'Ed, les fans ont commencé à s'interroger sur son rôle dans la rupture. A-t-il été complice des changements créatifs? A-t-il soutenu la nouvelle direction de la production? Aurait-il pu se battre davantage pour garder Ed à bord? Les médias sociaux sont devenus volatiles. Le fil Twitter de M. Brewer est devenu un champ de bataille. Certains l'ont accusé de s'être vendu. D'autres l'ont carrément attaqué, lui envoyant des courriers haineux et même des menaces. Le ton était moche et profondément personnel. Mike, surpris par l'intensité des réactions, a publié quelques réponses publiques. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait joué aucun rôle dans le départ forcé d'Ed. En fait, il a affirmé qu'il était abattu par la décision d'Ed, déclarant qu'ils avaient construit quelque chose de spécial et qu'Ed était comme un frère pour lui. Il a déclaré que le changement de format n'était pas de son fait, mais de celui de la chaîne. Ed, et c'est tout à son honneur, a tenté d'éteindre les flammes. Dans un message de suivi, il a explicitement demandé aux fans de ne pas blâmer ou harceler Mike. Il a précisé qu'il s'agissait d'un problème de réseau et non d'une querelle personnelle. Mais à ce moment-là, le récit avait pris une tournure autonome. Même les médias grand public se sont emparés de l'attention. Des titres tels que Wheeler Dealers in Turmoil et Fans Revolt over Ed China's Exit ont dominé les cycles de l'actualité automobile. Les fils de discussion sur Reddit ont disséqué chaque mot des adieux d'Ed. YouTube a été inondé de vidéos de réaction, de théories du complot et d'éditoriaux. La nouvelle version de l'émission, désormais co-animée par Ant Anstead, s'est poursuivie, mais elle n'était plus la même. Le sentiment des téléspectateurs était partagé. Certains sont restés fidèles à la marque. D'autres ont suivi Ed dans ce qu'il ferait ensuite. Et au milieu de tout ce chaos, il y avait une vérité silencieuse. Quelque chose d'intangible avait été perdu. Pas seulement d'un présentateur, mais la confiance qui faisait que l'émission était aimée au départ. La rumeur d'une rupture. Ed et Mike se sont-ils brouillés, même après que la poussière soit retombée? Une question n'a jamais vraiment disparu. Ed et Mike se sont-ils brouillés en coulisses? Ed et Mike se sont-ils brouillés en coulisses? Tous deux ont maintes fois démenti publiquement l'information. Dans des interviews et des messages sociaux, ils ont insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de querelle personnelle, pas d'explosion, aucune trahison, juste une différence de vision, qui ne pouvait pas être réconciliée. Et c'est peut-être vrai. Mais les fans n'ont pas pu s'empêcher de remarquer les lacunes. Depuis 2017, les deux hommes n'ont eu aucune collaboration publique. Des retrouvailles en podcast sans surprise. Pas d'échanges amicaux sur Instagram. Pas de panneaux d'exposition de voitures côte à côte. Dans une industrie où même les anciens collaborateurs amers se réunissent occasionnellement pour les relations publiques ou la nostalgie, leur silence total ensemble a été ostensible. Les gens n'ont pas tort de se poser des questions. Après tout,
Il ne s'agissait pas d'une simple relation de travail. C'était un partenariat télévisuel qui a duré 13 ans. Si les choses se sont vraiment terminées à l'amiable, pourquoi ce froid? Certains fans citent des interviews où le langage de Mike semblait défensif. D'autres notent que le ton d'Ed est devenu plus diplomatique, plus prudent lorsqu'on l'interroge directement sur Mike. Ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui n'est pas dit. Les longues pauses, les formulations prudentes. La formulation respectueuse mais distante. Il y a de quoi réfléchir, qu'il n'y a peut-être pas eu de rupture dramatique. Mais peut-être y avait-il une distance émotionnelle et créative croissante. Le genre de distance qui n'explose pas dans les disputes, mais qui mijote en silence. Quoi qu'il en soit, l'absence de réconciliation est devenue partie intégrante de l'histoire. Un chapitre ouvert qui a laissé les fans dans l'expectative. Et c'est ce qui a rendu la suite, 8 ans plus tard, si puissante. Car enfin, après toutes les spéculations, Ed China a parlé. Et cette fois, il ne s'est pas contenté de s'en aller tranquillement. La confirmation. Ed parle enfin après 8 ans. Il aura fallu 8 ans de silence, de spéculation et de théories de fans pour qu'Ed China s'ouvre enfin sur la véritable raison de son départ de la série. Non pas dans un exposé dramatique ou un récit cinglant, mais de la manière la plus Ed possible. Calmement, avec précision et sans aucune théâtralité. Lors d'une récente apparition dans un podcast, Ed a réfléchi à l'arc de Wheeler Dealers, et pour la première fois, il a clairement confirmé les raisons de son départ. Il n'y avait pas de langage codé ou de subtilité d'entreprise. Il s'agit simplement d'un homme qui dit enfin sa vérité. Il a parlé de ce que cela signifiait de construire quelque chose à partir de rien, de prendre un spectacle minuscule avec quelques lumières et quelques classiques rouillés et de le transformer en un géant mondial. Et puis, il y a eu l'aveu. Il ne voulait pas partir. Pas vraiment. Ce qui l'a poussé à partir, ce n'est pas un conflit d'ego ou un désir de changement. Il s'est rendu compte, lentement et progressivement, que la série qu'il avait aimée s'était transformée en quelque chose qu'il ne pouvait plus soutenir. Le plus obsédant, c'est qu'il a avoué ne pas aimer la version de lui-même qu'il était devenu au cours de ses dernières saisons. « Je l'ai vraiment détesté », a-t-il déclaré d'une voix lourde. C'était quelqu'un que je ne reconnaissais plus, non pas à cause de la célébrité ou de l'épuisement, mais parce qu'on le poussait à faire des économies, à passer sous silence les choses sérieuses et à devenir quelque chose de plus lisse, de plus rapide, de plus facile à digérer. Il n'a pas appelé quelqu'un en particulier. Il n'en avait pas besoin. Le message était clair comme de l'eau de roche. La production ne considérait plus Wheeler Dealers comme une série éducative pratique. Il le considérait comme un moteur de contenu. Et Ed était censé s'aligner. C'est à ce moment-là que le déclic s'est produit. Il ne s'agissait pas de s'adapter. Il s'agissait de faire des compromis. Ed pour Ed China. C'était la limite à ne pas franchir. Le clip du podcast s'est enflammé en ligne. Les fans qui ont suivi la saga depuis le début ont enfin pu tourner la page. Non pas un adieu sibyllin, mais une confirmation directe de ce qu'ils avaient toujours soupçonné. Il ne s'agissait jamais de simples différences créatives. C'était une question de principe et de caractère. Les débats ont repris de plus belle. Les forums se sont rallumés. De nouveaux fans ont découvert l'histoire. Et les anciens fans se sentent enfin justifiés. Parce qu'après tout ce temps, Ed China l'avait enfin dit. Il n'est pas parti parce qu'il le voulait. Il est parti parce qu'il le fallait. Le départ de Wheeler Dealers aurait pu marquer la fin de la carrière à l'écran d'Ed China. Pour beaucoup, cela aurait pu être le cas. Après tout, comment faire suite à un héritage aussi massif? Mais Ed ne s'est pas éteint. Il a changé de vitesse. Peu après son départ, il a lancé sa propre série sur YouTube, Workshop Diaries. Fini les lumières de la production, les contraintes de temps et les montages trop soignés. Ce qui est resté, c'est le cœur de ce qu'il aimait. La mécanique à l'état pur. La série était lente, méthodique et profondément technique. Certains épisodes étaient consacrés à des tâches apparemment banales. Réparer des étriers de frein, reconstruire des transmissions, ajuster la géométrie des suspensions. Mais c'était là l'essentiel. Ce n'était pas une question de flash. Il s'agissait d'artisanat. Il n'a pas attiré des millions de personnes du jour au lendemain. Et ce n'était pas nécessaire. Le public qui comptait, celui qui aimait Wheeler Dealers pour son authenticité,
l'a suivi. Ils ont accepté les longues durées d'exécution, le rythme tranquille, la volonté de bien faire les choses plutôt que de les faire vite. En dehors de l'écran, Ed ne chômait pas. Il a participé à des salons de l'automobile, a donné des conférences lors de sommets techniques et a continué à bricoler des inventions bizarres et à construire des véhicules écologiques. Il s'est même essayé aux conversions électriques, laissant entrevoir ce que serait, selon lui, l'avenir de l'automobile. Pas dans la nostalgie, mais dans l'innovation avec intégrité. Et pourtant, à travers tout cela, il y avait toujours un subtil courant sous-jacent. Les fans n'ont pu s'empêcher de comparer ce chapitre solo aux saisons post-Ed de Wheeler Dealers, où l'une penchait pour la profondeur et la substance, l'autre pour le style et la vitesse. Ed n'a jamais regardé en arrière avec amertume. Mais tout ce qu'il a construit après Wheeler Dealers était une rébellion tranquille, une réfutation vivante de la direction que la série avait prise. Il ne cherchait pas à rivaliser, mais à récupérer l'âme de quelque chose qu'il avait autrefois contribué à façonner. Mike s'en va, mais l'ombre demeure. Mike Brewer a fait ce que font les professionnels. Il a fait tourner la roue. Après le départ d'Ed, Wheeler Dealers a continué avec un nouveau co-animateur, Ant Anstead. Plus tard sont arrivés Mark, Elvis, Priestley. Chacun a apporté sa propre énergie et son propre style. Le salon a évolué avec de nouveaux formats, des visuels améliorés et un attrait plus large. De la Californie à Coventry, les moteurs ont continué à tourner, mais quelles que soient les performances de l'émission. Et selon la plupart des indicateurs, elle continue de prospérer. Il y a une chose dont elle ne peut se débarrasser, le fantôme de l'ère Ed. Les sections de commentaires sur chaque téléchargement reviendraient en arrière. Ed l'aurait mieux fait. Vous vous souvenez de l'époque où l'on montrait la réparation complète? Le bon vieux temps nous manque encore. Les réseaux sociaux ont disséqué les différences d'approche. Sur YouTube, des comparaisons sont apparues avec des titres comme Then vs. Now et Why Ed China was irreplaceable. Ce n'était pas personnel, c'était émotionnel. Ce n'est pas seulement un présentateur qui manquait aux fans, c'était aussi un sentiment. La satisfaction tranquille de voir quelque chose de compliqué devenir compréhensible. L'humilité, le charme brut. Mike a essayé à plusieurs reprises d'aborder la question de l'éléphant dans la pièce. Il a défendu la nouvelle orientation, fait l'éloge de ses co-animateurs et rappelé aux téléspectateurs que le changement était inévitable à la télévision. Mais de temps en temps, l'ancienne attitude défensive s'insinuait, car peu importe à quel point il faisait évoluer l'émission, les comparaisons avec Ed étaient ancrées dans l'ADN de la marque. Même des années plus tard, Wheeler Dealers porte cette ombre. Elle a fonctionné, elle a diverti, mais pour beaucoup, elle ne s'est jamais sentie tout à fait entière. Et c'est là tout le paradoxe. Ed est parti, mais d'une certaine manière, il ne l'a jamais vraiment fait. Vous pensez qu'Ed China a fait le bon choix en quittant l'émission? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.